Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Charles et Morissette. Bonsoir Flora. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, un nouveau rendez-vous pour nos vidéos dynamiques sur un sujet d'actualité, plus ou moins d'actualité. Donc ce soir, je vais vous présenter rapidement. Donc Charles, tu es président de la Fédération Spirit française et tu es aussi président du Centre d'études Léon Denis de Thann. Morissette, tu es présidente du Centre Résonance à Dunkerque, bien ça. Oui. Et moi-même, je m'appelle Flora et je suis présidente du Centre Alain Kardec du Val d'Oise. Donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est « Avons-nous une âme ?» Donc nous allons étayer sur ce sujet. Donc nous allons partir avec 3 questions principales que Charles, tu vas développer et nous te posons des questions par rapport à ça. Donc nous allons partir avec « Que sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et où allons-nous » Donc je te laisse répondre à ces questions très existentielles. Et, Alors effectivement, donc ce sont des questions que chacun se pose à un moment ou un autre dans sa vie. Alors beaucoup, quand tout va bien, quand on est dans le petit train-train quotidien, etc., on reste un peu dans l'indifférence, on est un petit peu comme dans un sommeil, quoi. Mais quand il y a un coup dur qui arrive, donc là on a la Covid, il y a pas mal de gens qui sont décédés, il y a le fait de pouvoir rattraper la maladie, enfin, il y a des moments dans la vie, quand on a des passages un peu plus difficiles, on est amené à se poser ce genre de questions. Donc, c'est les questions existentielles. Que sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est essentiellement de répondre à la première. Que sommes-nous? Et donc, pour répondre à cette question, avons-nous une âme ou sommes-nous juste de la matière biologique gouvernée par des réactions biochimiques? C'est-à-dire, est-ce qu'on est juste un tas de cellules qui sont gouvernées de façon aléatoire, ou est-ce qu'il existe derrière ce corps physique et ces cellules, est-ce qu'il existe quelque part un principe organisateur qu'on appelle l'âme, qui est quand même un sujet qui est traité dans toutes les religions, et tous les mouvements spiritualistes aussi, bien sûr. Et dans les universités, Charles, est-ce qu'on commence à développer ce sujet de l'âme? Alors, ça commence, mais vraiment de façon très timide. Donc, comme je l'avais dit, c'est dans une conférence récemment, l'enseignement à l'école normale supérieure et à la Sorbonne, dans la première moitié du 19e siècle, notamment dans la philosophie, elle était spiritualiste. Il y avait l'école de spiritualisme français, ou spiritualisme rationnel, où l'existence de l'âme, d'une âme indépendante du corps, était enseignée. Et ça faisait partie du cours de philosophie dans les lycées, dans la majorité des écoles en France. Alors, malheureusement, après, il y a le matérialisme, le positivisme, il y a une réaction qui a eu lieu donc, pour nier l'âme, alors d'un point de vue un peu dogmatique. Et depuis, effectivement, il n'y a plus rien. Alors, j'ai une petite citation de Léon Denis, si je peux vous la montrer rapidement, donc, qui dit ça. Donc, il a écrit ça il y a à peu près un siècle maintenant, donc au début du XXe siècle, dans les milieux universitaires, il y a une complète incertitude sur la solution du plus important problème que l'homme se soit jamais posé au cours de son passage sur la Terre. La plupart des professeurs et instituteurs écartent systématiquement de leurs leçons tout ce qui touche au problème de la vie, aux questions de but et de finalité. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, on en est toujours encore là. C'est-à-dire que dans tout le cursus scolaire que j'ai eu, jamais on m'a parlé d'une âme indépendante du corps. C'est une question qui se pose même pas, quoi. C'est un peu le silence, comme il dit, quoi. Voilà. La spiritualité écartée. Voilà, après, c'est sûr que, encore une fois, quand on se pose ces questions existentielles, on aimerait bien avoir des réponses. Donc,
évidemment, on va d'abord chez les scientifiques, et les scientifiques, malheureusement, ils nous disent, ah ben non, l'âme n'existe pas. Hein. Ta conscience, c'est le produit de ton cerveau. Ah oui, mais comment, où, pourquoi hein. Et donc, l'opinion d'ailleurs des gens est en train de change, a considérablement changé sur ce sujet. D'accord, la science tient toujours cette position, justement? Oui, alors, il y a je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a de plus en plus maintenant de percées des scientifiques qui élèvent la voix hein, pour dire stop, il faut qu'on arrête ça. Le matérialisme, c'est un dogme, en quelque sorte. Personne n'a jamais prouvé que l'âme n'existe pas. Au contraire, il y a toute une série de phénomènes qui prouvent, qui tendent à prouver, à suggérer hein, que l'âme existe. Voilà, des phénomènes qui ne trouvent pas d'autre explication. D'accord. Alors, et quels sont ces phénomènes, Charles, dont tu parles? Alors, il y a d'abord un phénomène qui est tout simple. Je vais aussi vous l'illustrer dans une diapo. C'est le phénomène de la vie. Alors, vous savez que, au début, il y a un ovule fécondé, et donc c'est une cellule qui se reproduit. Elle se divise en 2, ensuite en 4, en 8, en 16, etc. Et au début, ce sont donc des cellules souches qui sont toutes identiques. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de quelques jours, voire même au bout de quelques semaines? C'est ce qu'on appelle la morphogénèse, hein, c'est-à-dire que les cellules, elles ne se développent pas en une boule, hein, elles se développent en 3 dimensions hein, pour former donc des bras, une tête, des mains, les doigts, etc. Elles se transforment aussi dans leurs fonctions. Il y a des cellules qui vont faire les os, les organes, les muscles, le cerveau, etc. Et pour, au bout de 9 mois, arriver à ce résultat qui est bien connu de tous. Alors, nous sommes tous passés par là. Et la question, c'est comment on a fait. La science n'arrive pas à expliquer la morphogénèse. Et si on voit ça d'un point de vue physique, hein, ça contrarie le deuxième principe de la thermodynamique. Hein. C'est-à-dire, on passe, normalement, le désordre va toujours croissant, alors que là, c'est le mouvement inverse qu'on observe. Donc, forcément, il doit y avoir une énergie quelque part qui vient pour servir de moule ou de principe d'organisation à ce phénomène. Et donc, ça, c'est une une chose toute simple qui tend fortement à prouver que dès la conception, il y a une âme qui se lie à ces cellules et qui ensuite va servir de moule pour le développement avec son patrimoine génétique à lui, etc. Et la mère, elle lui apporte justement les nutriments hein, pour que ce processus puisse se faire. Voilà. Donc c'était un phénomène. Hein. Pardon. Cette force organisatrice dont tu parles, ce serait l'âme. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et elle se lie. Donc, c'est les enseignements qu'on a des esprits, hein, dans le livre des esprits. Elle se lie dès la conception. Hein. Donc, dès le début du processus, la photo de gauche, l'âme, elle est liée à ces cellules. Voilà. Et c'est elle qui explique la morphogénèse. Enfin, voilà. C'est une explication. D'accord. Est-ce que tu pourrais revenir en nous disant d'où est-ce qu'elle vient, cette âme? Alors, ça c'est voilà, c'est déjà la question suivante, hein, c'est le d'où venons-nous. Effectivement, donc là on arrive à la nécessité d'une âme hein, pour pouvoir expliquer par exemple la morphogénèse et puis les autres phénomènes qu'on va voir d'ici peu. Et donc, ce qu'on nous apprend aussi, c'est que l'âme, elle préexiste au corps, et que donc, il y a une âme, à un moment donné, à la conception, qui vient se lier à ce petit être en formation, et donc, pour développer, à partir de cette cellule, hein, de cet ovule fécondé, pour développer le corps physique qui sera le sien. D'accord. Elle existe avant la mort, avant la naissance. C'est ça, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que la mort n'existe pas, alors. Alors, la conscience où allons-nous survit à la mort. Voilà. Donc, à partir du moment où, effectivement, on est convaincu d'avoir une âme, les questions suivantes, c'est d'où est-ce qu'elle existait avant ou est-ce qu'elle a été créée en même temps que le corps? Donc, oui, elle existait avant. Et ensuite, la question immédiatement suivante, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'âme au moment où on meurt?
Et bien là, c'est pareil, c'est la séparation. L'âme se sépare du corps et elle retourne dans le monde spirituel. Voilà, dans le monde des esprits, pour attendre une prochaine occasion, hein, après un certain nombre d'activités dans le monde spirituel, hein, pour, encore une fois, se réincarner dans un nouveau corps. D'accord, tu parles de réincarnation et qu'est-ce qu'il en est de ces idées de réincarnation dans la science parmi les gens en croyance? Alors, avant d'en parler dans la science, on peut en parler peut-être dans qu'est-ce que les gens y pensent de tout ça, hein, de l'âme et puis de la réincarnation. Donc là, pareil, il y a des statistiques. Hein, donc à gauche, bon, c'est en allemand, je suis désolé, mais ça dit que 2/3 des Allemands croient que la vie continue après la mort. Donc qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que 2/3 des Allemands croient qu'ils ont une âme, sont spiritualistes, en d'autres termes. Et donc, ça prouve que les personnes qui sont matérialistes, qui ne croient pas à l'âme, qui pensent que la conscience c'est un produit du cerveau, hein, ne représentent plus qu'un tiers, c'est déjà une minorité. Et sur la droite, c'est l'extrait d'un autre sondage donc, qui parle un peu de cette réincarnation, puisque quand la question a été posée, est-ce que vous croyez qu'on peut se rappeler d'une vie antérieure? Eh bien, il y a 42%, et ça a été fait en France, donc des personnes interrogées qui ont répondu oui. Hein, donc 42% des personnes en France croient qu'on peut se rappeler d'une vie antérieure. Donc non seulement elles sont spiritualistes, elles croient qu'on a une âme, mais en plus, elles croient déjà à la réincarnation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans la Vox Populi, hein, quelque part. Quand on fait un sondage et qu'on demande aux gens, voilà le résultat deux résultats qui ont été publiés récemment. Maintenant, pour en revenir à la question de l'âme, hein, il y a un autre grand mouvement qui s'est développé récemment. Alors, c'est sous l'impulsion du docteur Mario Beauregard, hein, qu'on connaît, puisqu'il est venu chez nous, c'est un Canadien, hein, un neurochirurgien canadien, et donc il était venu en France quand on avait fait des congrès médecine et spiritualité. Donc lui, avec plusieurs autres scientifiques américains, brésiliens, sont à l'origine d'un mouvement qui a lancé ce fameux manifeste pour une science post-matérialiste. Et donc, ces scientifiques font une liste de tous ces phénomènes qui suggèrent qu'il y a quelque chose qui est indépendant du corps, hein, donc suggèrent l'existence de l'âme. Et ce manifeste a déjà été signé par plusieurs centaines de scientifiques dans le monde qui les suivent et qui sont convaincus de ça. Et ils disent aussi que l'attitude scientifique correcte, c'est pas le déni, mais c'est au contraire de travailler, d'étudier tous les phénomènes quels qu'ils soient, sans en rejeter aucun a priori, sans avoir d'idées préconçues, en affirmant clairement que la théorie matérialiste, elle est dogmatique dans la science. Hein. On a eu récemment le congrès des médecins, il y a le docteur anglais Rupert Sheldrake, il fait exactement la même affirmation. Hein. C'est-à-dire les scientifiques critiquent les dogmes des médecins, mais comment dire, ils ont eux-mêmes aussi des dogmes. Hein. Voilà. Et donc, donc, vous voyez que ce courant spiritualiste commence tout doucement à rentrer dans la science. Hein. Et ensuite, bon, vous avez beaucoup d'autres, là je vous cite quelques, donc le phénomène principal qu'il cite, ce sont les expériences de mort imminente. Et là, vous avez 2 livres et puis 2 affirmations, donc de Eben Alexander, qui a lui-même fait une EMI et qui dit que la conscience ne peut pas être le produit du cerveau. Hein. Son cerveau, il ne fonctionnait plus, hein, il avait une méningite grave, et pourtant, il a eu des expériences, une expérience de mort imminente avec très, très riche, hein, qui l'a amené à cette conclusion. Et le docteur Pim Van Lommel, qui lui a étudié des centaines de personnes qui ont eu ces expériences-là, pareil, lui, il a une affirmation catégorique, il dit même « notre conscience survit à la mort du corps physique ». D'accord. Il ose le dire. Il ose le dire, voilà. Ce sont 2 qui, effectivement, osent le dire. Alors, c'est sûr qu'il y en a beaucoup de leurs collègues qui les regardent de travers ou avec un sourire narquois, mais ça, je dirais, c'est le prix à payer. Quand on change de paradigme, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a beaucoup restent accrochés aux anciens systèmes et donc n'aiment pas
se remettre en question, c'est toujours difficile, hein, on le sait, c'est une réaction humaine de résistance au changement. Ouais. Alors, on peut passer à la dernière question? Oui. Ouais. Ben, c'est celle-ci. Où allons-nous? Eh bien, où allons-nous? Donc, vous avez vu l'affirmation du docteur Pim van Lommel, hein, notre conscience survit à ce qu'on appelle la mort. Donc, ces scientifiques du paradigme post-matérialiste, du manifeste pour une science post-matérialiste, ont étudié, par exemple, les phénomènes de médiumnité. Et certains médiums, donc, qui se sont soumis à des expériences scientifiques, ils ont réussi à transmettre des éléments objectifs et vérifiables dont ils n'avaient absolument aucune connaissance et qui prouvent l'individualité donc de l'entité ou de l'âme qui s'est communiquée à eux. Voilà. Et ils affirment ça aussi de façon très catégorique. Donc, c'est ça qui a amené Pim van Lommel à affirmer, à écrire, hein, que notre âme survit à ce qu'on appelle la mort. Donc, les EMI, quand le corps ne fonctionne plus, l'âme, elle continue à fonctionner, mais à la vraie mort, donc par voie de conséquence, voilà, et puis ces phénomènes de médiumnité qui viennent aussi prouver cette communicabilité et donc la survie de ces individualités. Voilà. Donc, où allons-nous? L'âme, à la mort du corps, le corps, il reste ici sur la terre et l'âme retourne dans le monde spirituel. Voilà. Mais on entend, Charles, souvent, on nous pose souvent cette question, c'est qu'est-ce que l'esprit alors? Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Alors, en fait, l'âme, c'est un esprit incarné. Voilà. Il n'y a pas trop de différence, si vous voulez. Hein, c'est un peu la même chose. Mais ensuite, c'est une question de convention de langage. Hein. Quand on dit, par exemple, que l'agglomération parisienne a 10 millions d'âmes, ça veut dire que ce sont des esprits incarnés. Donc, c'est utilisé dans ce sens-là. Mais après, on voit aussi des cas où on dit, Dieu est son âme pour une personne qui s'est désincarnée. Donc là, c'est plus un esprit incarné, mais désincarné. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a pas vraiment de différence. C'est la convention que Kardec a utilisée dans le langage spirit, c'est ça. On parle d'esprit plutôt quand ils sont désincarnés, on parle d'âme quand on est incarné. D'où la question qu'on étudie aujourd'hui, avons-nous une âme? Puisque, évidemment, pour l'instant, on est ici incarné. D'accord. Si on reprend tout le miracle de la vie et tout ça, donc de la création et tout, on peut dire que le hasard n'existe pas. Non, voilà, c'est parce que justement la théorie matérialiste, si c'est le cerveau qui produit la conscience, comment ça se fait qu'il y en a qui sont intelligents, d'autres pas? Après, il y a plein d'autres questions qui se posent. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont en bonne santé, d'autres pas? Et donc, on vous dit, c'est le fruit du hasard. Alors ça, c'est une réponse qui a du mal à passer. Hein. Pourquoi moi, etc. C'est pas une réponse qui satisfait, quoi. Mais quand on considère effectivement la vision spiritualiste avec cette notion d'âme, la préexistence, la survie, les réincarnations, on arrive à comprendre ce genre de choses. Hein. C'est que dans une vie, on peut avoir des difficultés, dans l'autre vie, ça peut se passer mieux, etc. Donc là, on obtient effectivement, donc c'est la réincarnation, hein, donc, qui a aussi été étudiée scientifiquement d'ailleurs, hein, notamment par Gabriel Delanne dans les années au début du XXe siècle, mais aussi beaucoup plus récemment par Ian Stevenson, hein, qui a étudié les réminiscences chez des personnes qui se rappelaient de leur vie antérieure, qui donnaient des détails qu'il a pu vérifier, et il y a même eu des corrélations entre les blessures qu'ils ont eues quand ils sont décédés et des marques de naissance. Donc, il est vraiment allé loin. Voilà. Donc, toutes ces questions, en fait, toutes ces études vont dans ce même sens de prouver la thèse spiritualiste et l'obsolescence ou le réductionnisme exagéré de la thèse matérialiste. Alors, il y en a plein d'autres, on n'a pas parlé. Il faut parler du docteur Charbonnier, évidemment, en France. Alors lui, c'est un battant, hein, avec les expériences de mort imminente, et même maintenant avec ses expériences de TCH. Hein, donc, il a quand même réussi à faire approuver une thèse hein, à l'université de Reims par un jeune étudiant qui s'appelait Philippe Lallier, donc sur la conscience intuitive extraneuronale. Alors, c'est une expression assez compliquée,
Mais quand on demande, mais c'est quoi la différence entre la conscience intuitive extraneuronale et l'âme, ben, le docteur Charbonnier répond, il n'y en a pas. C'est la même chose, mais par contre, si on avait mis âme, ça n'aurait pas été accepté comme une thèse, mais conscience intuitive extraneuronale, ça a été accepté. Voilà. Et vous en avez d'autres. Il y a Philippe Guillemant, qui est un physicien français bien connu. Donc, il a fait une théorie sur l'âme, un modèle de la conscience. Et lui aussi, il dit que, notamment cette question de l'embryogénèse, il dit qu'il y a un apport d'énergie. Alors, il dit que ça vient du vide. Mais forcément, pour un scientifique qui étudie la matière, comme l'âme n'est pas matérielle, ben, l'âme ne fait pas partie de la matière, donc l'expression qu'il utilise, c'est une énergie qui vient du vide. Et c'est tout à fait ça, quoi. Alors que quand on développe les enseignements spiritualistes et spirites, ben, on sait que c'est aussi une forme de matière, mais qui n'a pas la même densité que la matière de notre espace-temps. Voilà. D'accord. Eh ben, merci pour tous ces éclairages. Mais il n'y a pas de quoi. Je voudrais juste peut-être pour terminer citer, j'en ai parlé rapidement, les congrès médecine et spiritualité. Donc le dernier qui a eu en novembre l'année dernière, il était bien sûr virtuel, puisque c'était pas possible de réunir des gens dans une salle ou de faire voyager des médecins de différents pays vers ces salles. Et donc ça fait comment dire, plusieurs années maintenant que les médecins, des médecins brésiliens de l'Association internationale de médecins spirites voyagent et font des cycles de conférences pour justement montrer les résultats. Et il y avait entre autres le docteur Rupert Sheldrake, qui est un Anglais, qui est pas spirit d'ailleurs, qui a montré donc dans sa conférence, qui sont d'ailleurs enregistrés, doublés en français sur le site YouTube de l'Association des médecins spirites. Il a montré un bouquin épais, enfin très très épais, très très lourd et très très cher d'après ce qu'il dit, qui contient toutes les études qui ont été faites sur la médecine et la spiritualité. L'effet des prières sur la guérison des personnes, le coping des patients en fonction de leurs croyances spiritualistes, etc. Et donc aujourd'hui, les médecins, ils démontrent par A plus B que ça fonctionne, quoi. Un malade du cancer qui reste optimiste et qui y croit, il a 2-3 fois plus de chances de guérir qu'un autre qui se laisse aller. Et il rentre comme ça, il touche à l'effet placebo, l'effet nocebo, enfin, des choses qui sont, comment dire, cataloguées par la médecine matérialiste, mais pas expliquées. Voilà. Et donc, ils arrivent maintenant à prouver, notamment dans le domaine de la psychiatrie, que certains traitements spirituels, en plus des traitements allopathiques, augmentent énormément le pourcentage de rémission. Voilà. Donc, je voulais juste parler de ça, pour montrer que, en fait, le fait de réfléchir et de raisonner sur l'existence de l'âme a déjà des applications pratiques, comme on peut le voir dans la médecine. Alors malheureusement, très très peu en France encore pour l'instant, mais au Brésil, aux États-Unis ou en Suisse, il y a plusieurs pays où ces pratiques sont déjà largement implantées et même enseignées dans les universités. D'accord. Bientôt en France. Oui, on est là pour ça, pour justement essayer de faire tomber ce dogme matérialiste, quoi. Et c'est une des bases du spiritisme, comment dire, lutter contre le matérialisme, et montrer que tout ce pan de la nature qui est pour l'instant ignoré par la science. D'accord. Merci pour ces éléments de conclusion, cette belle conclusion. Quelque chose à rajouter, Morissette? Non, je remercie aussi Charles pour ses réponses. Alors, la conclusion, voilà, peut-être, c'est juste de dire, c'est quand on a parlé de ce sujet en anglais la semaine dernière, et puis donc on a demandé à un médecin anglais bien connu, le Dr Andrew Powell, et est-ce qu'on a une âme? Et sa réponse c'était: nous sommes des âmes engagées dans une existence humaine dans notre petit coin de l'univers. Voilà.
Et donc, bon. j'ai bien aimé cette réponse et ce qui peut servir de conclusion pour cette petite vidéo.